Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Loco. Loco. Vous savez ce que ça veut dire, loco? Eh ben, c'est la Loco Foam de Monsieur Blaine Chocolate. Voilà. Donc, il vous faut une culture mouche. Hein. Je ne vais pas vous aider là-dessus. Vous rechercherez guide de pêche Blaine Chocolate, très connu aux USA, innovateur de talent. Voilà. C'est des gens comme ça qu'on aime bien dans la mouche. Des gens qui mettent la pierre à l'édifice, qui utilisent leur passion pour faire des belles choses. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du Loco Tricot. Voilà. Donc, toujours un petit nom funky. Donc, c'est pas très visible à la caméra comme ça. Je force pas non plus les détails. Vous aurez plein de choses après. Mais cette mousse est une dinguerie parce que comme ça, cet effet essence, il paraît trop bling bling pour les poissons éduqués. Mais vous verrez en fait que sur une fine bande de 5-6 mm, ça fait un rendu de fou. Donc, une nymphe émergente de Sedge, beaucoup de choses à dire dessus. Une nymphe très nichée, très spécifique. On va parler de ça après. On va commencer par différentes nouveautés, notamment mes tasses. Alors, je m'excuse pour l'auditeur qui a fait un commentaire plaintif sur le fait que je bois 6 fois du café sur 2 heures d'épisode. Donc, ça à prendre ou à laisser. Je m'excuse vraiment si ça vous dérange, mais voilà, je partage des choses. Si je bois 6 gorgées de café, vous n'allez pas mourir. Donc, déjà, nouveau test de tasse. Alors, je les vendrai peut-être cet automne. Mais une tuerie, donc en mode panorama. Voilà, je vous fais le 360 degrés. Donc, j'ai essayé d'être encore plus malade de grosses truites que malade. Donc, j'ai mes gros doigts partout. Je suis désolé, c'est assez dur à vous montrer. Donc, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Une grosse islandaise comme ça. Voilà, on va commencer un peu par les nouveautés. Elle fait mal, hein, celle-là. Oui. Bah, c'est sûr qu'en toile imprimée, celle-là, en 60 par 40, vous verrez, des islandaises comme ça, c'est magnifique. Et j'ai vraiment recréé le fond derrière du lac Thingvellir. Donc pour ceux qui sont allés en Islande, hein, ce fameux lac incroyable. Donc, je m'excuse toujours pour les gorgées de café, au moins je m'excuse, voilà, de vous avoir dérangé quelques secondes. Et puis, deuxième test. Bon, j'ai des plus beaux visuels hein, qui sortent que d'autres. Et effectivement, oh là là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même si vous aimez pas ma gueule, même si vous aimez pas mon accent vosgien, même si vous aimez pas mon nez tordu, franchement, je sais que c'est subjectif et tout, mais c'est quand même magnifique, non? Alors, soit c'est très kitsch, en fait, des truites sur une tasse, en fait, pour les gens qui connaissent pas la pêche, ça doit être très kitsch. Mais quand on est moucheur, enfin, je sais pas. Voilà, moi j'adore. Voilà, je vous embête pas plus que ça. Voilà, si vous voulez en privé, vous me faites un message, c'est le même prix que les autres tasses sur le site. Sinon, je les commercialiserai cet hiver, pour Noël sûrement. Mais oui, j'ai un peu flashé dessus. Allez, je vais les deux les unes à côté des autres. Bon, c'est dur de présenter à la caméra. Néo-zélandaise versus Islande, il y a un beau match. Hein. Il y a un beau match. Mais bon, je trouve que l'islandaise l'emporte avec ses tons coloris, pastel, polaires, argenté, lacustre, atlantique, enfin voilà quoi. Bon. Ok, je vois qu'il y a quelques personnes en live. Salut monsieur Fishing Grounds. Je suis en train de... Je vais emballer ta commande tout à l'heure. Tiens, elle part à la poste en suivi. Avec un joli petit cadeau pour cause de fidélité. Alors, avant de parler de tout ça, regardez, ça va vous intéresser. Voilà, le Loco Tricot, tout ça, l'émergente de Sedge. Ah, salut monsieur Log. Bonjour de la Suisse. Je suis sûr qu'il neige chez vous. Ici, tellement la météo est horrible, il doit neiger chez vous, tant mieux. C'est bien, hein, le printemps à reculons. Donc, on va parler de ça après. Beaucoup de choses à dire. Donc, comme d'habitude, c'est pas une nymphe qui est belle, c'est une nymphe qui est efficace. Donc, si vous voulez me faire plaisir, dites-moi que mes nymphes sont efficaces, mais ne me dites pas qu'elles sont belles. C'est presque la pire des insultes, parce que tout le monde fait des mouches belles, mais je me casse le cul à faire des mouches efficaces. Donc, par pitié, la beauté des mouches, ça sert à rien. Dites-moi que mes mouches sont efficaces si ça vous plaît, mais les mouches belles, en fait, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Alors, plusieurs choses avant de commencer, parce que je suis reparti en mode passion. Ce que je me suis fait en fait mes petites boîtes de stockage personnalisées et je vais vous présenter ça vite fait parce que c'est un régal. Donc, je plonge mon atelier de plus en plus dans une ambiance truitesque.
Donc ça change rien à madame à la maison, parce que c'est vraiment des petites choses, hein, ça tient sur 3 mètres carrés. Mais je me suis vraiment appliqué. Ne inquiétez pas, le café, ce sera bientôt fini. Je me suis vraiment appliqué sur mes boîtes de rangement perso. Alors, je peux vous le dire, voilà, vous voyez, j'ai fait même les petites étiquettes résinées, hein, Gamard XS H16, Pheasant Tail furtive. Mais j'ai poussé le vice encore plus loin, j'ai adapté le visuel au style de pêche en nymphe. Donc, je peux déjà vous le dire, ce sont en fait des boîtes Corda à casier. Voilà, si ça vous aide, ça, de toute façon, je commercialiserai pas, je partage. Ça peut vous servir pour stocker. Seul problème, c'est qu'elles sont un peu magnétiques. Des fois, il y a une mouche qui se coince là, mais bon, voilà. Donc ça, c'est mes stockages perso. Donc maintenant, quand je fais les commandes, bah, vous imaginez, voilà. Donc, en fonction de l'ambiance. Pourquoi sur les Gamard XS taille 16, j'ai mis une grosse truite en eau cristalline? Bah, parce que, en fait, par défaut, comme je vis mes mouches, mes plus petits gamards en taille 16, bah, c'est vraiment des bons gamards en fait pour les eaux très claires et les trucs très malines. Vous voyez, j'ai vraiment adapté le visuel de mes rêves à ce que font les mouches en réalité. D'ailleurs, ce sont des boîtes Big Bug disponibles en ligne, hein, aussi. Ce sont aussi des boîtes pour ranger des grosses mouches. Voilà, ils font plein de fonctionnalités. Donc, on va passer à la collection Nymph Evolution en revue avec les visuels. Donc voilà, maintenant je rêve à l'atelier, j'ai une douzaine de boîtes quand je fais les commandes. Le but du jeu, c'est que quand je sois à l'atelier, je sois beaucoup en ressenti à la pêche. Il n'y a que ça qui m'intéresse en fait, c'est que mon atelier ressemble vraiment à un moment de pêche. Bah, comme ça, je prends encore plus de plaisir dans le travail. Alors, les fameuses, les incroyables, les Pheasant Tail furtives. Sûrement, si vous pêchez à vue, la seule chose que vous devez garder, les gamards, les trichoptères, pire des cas, ça va. Mais les Pheasant Tail... les Pheasant Tail très discrètes, si vous pêchez à vue, en fait, dans 92% des cas, c'est ça qui marche. Voilà. De toutes les interviews des grands nympheurs que j'ai fait, je vous le redis parce que ça vous aidera. Désolé pour la machine à café. Si vous voulez garder un truc, gardez la Pheasant Tail. Vous pourrez demander à tout le monde recroiser les moucheurs qui sont hautains, les moucheurs qui sont modestes, les moucheurs qui sont bons, ceux qui sont moyens, ceux qui sont en Bosnie, ceux qui sont en France. Si vous faites l'écrémage de tout, vraiment, la substance de la pêche en nymphe, c'est la Pheasant Tail. Et je l'ai appris les derniers mois en discutant avec des personnes qui pourtant pêchent au gamard, pêchent au trichoptère, mais quand tu les pousses dans leur retranchement, Pheasant Tail. Pheasant Tail, voilà. Si vous voulez commencer, partir, Pheasant Tail. Nymphe à vue, Pheasant Tail discrète, H18, une tuerie. Nymphe de courant, Pheasant Tail bit 3, une tuerie. Voilà, donc après beaucoup d'années à tout faire, oui, pour moi c'est gamard, éphémère, trichoptère, mais la Pheasant Tail fait l'unanimité. Je suis pénible avec ça, mais ça aidera beaucoup de monde. Donc pourquoi encore une sublime truite en eau très cristalline pour des Pheasant Tail furtives? Parce qu'elles sont faites pour ça, quoi, simplement. J'allais pas me mettre comme visuel sur mes Pheasant Tail furtives, je veux dire, une truite écossaise dans de l'eau teintée avec des bouillons blancs, quoi. Une Pheasant Tail furtive, ça sert à rien là-dessus. Et Dieu sait que j'aime les truites écossaises, mais une Pheasant Tail furtive dans des eaux teintées couleur thé en Écosse ou en Irlande, elle sert à rien. Une Pheasant Tail furtive, elle sert à ça. Quand tu vois une énorme fario là qui passe dans des herbiers sur la Sorgue ou sur la Touvre, et ben une petite Pheasant Tail furtive, ça fera le job. Donc vous voyez, alignement parfait entre la gamme de nymphes et le visuel qui fait rêver, le poisson recherché. Alors, soyez prêts parce qu'il y en a pas mal. Je vais faire une grosse introduction, je pense d'au moins 40 minutes. J'ai plein de nouveautés à vous préparer. Donc, ceux qui veulent voir le tricot loco, vous pouvez revenir dans 40 minutes. Voilà, je vous dis comme ça, vous vous embêterez pas. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mon Dieu, qu'elle est belle. Ça donnerait presque envie de retourner en Islande, tiens. Alors, l'Actingvellir, ça intéresse beaucoup de gens. Hein. Je fais un intermède. C'est très compliqué le lac Thingvellir. Si vous avez beaucoup de vent, le fameux lac d'Islande, hein, où il y a les truites métrées, vous connaissez, et ben moi je l'ai fait 2 fois. Une fois lac d'huile et une fois... Ah, monsieur Damfly. Là, j'ai pas besoin de retater aujourd'hui, mais par contre, le mort Damfly, celui-là, je sais pas combien de temps il va me durer. Damfly, toujours dédicace parce que tu fais de l'excellent boulot. Les gars, damfly.fr, voilà. Celui-là, c'est du bon. Vous pouvez y aller. Artisan français, il sait usiner, il connaît son affaire. Donc, allez-y. Moi, ça m'accompagne tous les jours. Alors, je pars en vrille dans tous les sens. On continue. Ah.
là, on commence à parler. Quand on parle de Kraken, donc ça, c'est la boîte à Gamard Kraken taille 10. Et ben, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, comme diraient nos amis belges? Quand tu parles d'un kraken, tu parles d'un poisson imaginaire que tu n'as jamais vu, et donc tu parles d'une putain de grosse 75 plus de Nouvelle-Zélande, un espèce de veau comme ça, avec un bec de folie. Si vous voulez savoir ce que ça m'évoque, les Gamard Kraken en taille 10, ça m'évoque ça. Voilà. Et genre, avec un Gamard Kraken en taille 10, si tu es à Rotorua, sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, bah, ça va être ce genre de nymphe qui marche pour prendre des Kraken de 70. Voilà. Donc j'ai bien sûr chopé les plus beaux visuels que j'ai dessinés. Hein. J'ai pris la crème de la crème pour mes boîtes, pour vraiment me mettre au mieux. Mais celui-là, c'est vrai qu'il défonce correctement. Et un petit Kraken H10. Ouh, bah, il y en a en stock. Allez, regardez, je fais déjà l'annonce. Il a été tellement copié, tellement vu. Et oui, le Gamard sableux, avec sa couleur sable, pompé et repompé. Mais c'est pas grave, je referai une vidéo sur le copiage de mouches. Voilà, ça c'est vraiment une fierté. Donc merci Vincent Abeillon. Bon, maintenant ça se sait, parce que tellement ça a été pompé et refait par les concurrents. Mais le Gamard sableux, bah, en Kraken H10 avec la pointe pelle, Tiemco 2499 SPBL, une tuerie. Voilà, donc bon, celui-là je l'aime bien, le visuel là quand même. Ouais, un bœuf comme ça de truite. Donc voilà, vous voulez prendre des truites, des bœufs comme ça? Gamard Kraken H10. Après, faut bien faire la dérive et tout. Faut pas la mettre dans les branches. Ça, c'est votre boulot. Je plaisante. Allez, on se détend un peu. Avec un visuel d'une belle grosse arc-en-ciel, limite queue de trousse. Joli, coloré, arlequin. Bah ça, c'est détendu. C'est pour les K10 UV et les Gamard UV. Donc, toutes les nymphes UV de chez Nymph Evolution. Vous savez, c'est ces genres de bazars de Tchernobyl qui sont faits pour de la visibilité. Donc pourquoi j'ai mis une grosse arc un peu concon? Parce que bah, j'aime bien aussi, moi, les grosses arcs un peu concon, hein, pour compenser de temps en temps. Voilà, ça fait un mois qu'il pleut. Moi, je vais pêcher les grosses arcs un peu concon. Et les plus grosses des grosses arcs un peu concon sont pas si faciles. C'est pour ça que j'ai eu un débat l'autre fois avec un pêcheur en Belgique. Parce que les derniers mois, beaucoup de pêcheurs de rivières se retrouvent en réservoir. Parce que bah, c'est la merde, les rivières sont teintées. Et on se fout de la gueule du réservoir. Moi, le premier, il y a 10 ans. Mais je peux vous certifier que n'importe quel réservoir sur Terre, si vous vous appliquez à prendre le top 5 des plus gros poissons du réservoir, salut Jus Fly Fishing, eh ben ce sera pas facile. Voilà. Il faut pas faire l'amalgame avec, il y a des pêcheries, il y a des endroits où on déverse des poissons, ils sont ultra faciles, mais ok, si vous allez en réservoir, que vous critiquez dessus, repérez les top 5 des plus beaux, la 65, la 70, la vieille là. Essayez de les prendre, juste pour vous dire en termes d'humilité, parce que moi je suis passé par là. Je me définis comme un gars de la rivière qui crachait sur le réservoir il y a 10 ans, que c'était la honte, que c'était de l'anti-pêche. Et ben on m'a mis au défi d'aller en réservoir, pêcher à vue et d'essayer de prendre le top 5 des plus grosses que je vois. Quand tu te mets dans les conditions-là en réservoir, bah excusez-moi du peu, mais tu fermes ta gueule et tu vois qu'il faut la bonne mouche, faut la bonne approche. Bon, c'est surtout la mouche en réservoir. Voilà. Encore une digression, mais voilà, une belle arc-en-ciel pour les nymphes UV, bah voilà, pour prendre des poissons faciles en Autriche, en Slovénie et compagnie. Continue la collection. Alors ça, moi, ça m'évoque une truite de courant du Colorado. Voilà. Par exemple, Roaring Fork River, pour ceux qui connaissent, Roaring Fork River. Je le dis s'il y a des anglophones qui écoutent. Au Colorado, genre la petite rivière alpine ultra claire. Ultra claire, mais pas non plus avec des courants blancs comme un torrent autrichien. Donc du coup, trichoptère furtif, désolé, c'est écrit à l'envers pour vous. Et ben les trichots furtifs, ils sont quand même pas trop visibles dans les courants, ils peuvent presque pêcher à vue. Donc dans des rivières comme ça, sur des pêches de courant limpides, bah voilà, style une rivière alpine assez claire, hein, je sais pas, qu'on pourrait aussi trouver par exemple dans les Dolomites ou Slovénie. Et ben le trichot furtif, il peut tirer son épingle du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, ça c'est beau aussi, ça. Une belle grosse truite moyenne, hein. C'est pas un trophée, mais c'est une bonne totoche qui se balade dans les moyens profonds. Eh ben, c'est du Gamard standard 14. Voilà. Moi, quand je vois passer un poisson au profond comme ça, une belle totoche, le Gamard 14, il est un peu plus lesté. Et puis, ça fait vraiment son job. Donc, vous voyez, j'ai vraiment aligné le style de nymphe avec le visuel. Donc du Gamard H14, ça le fait bien. Sur des poissons qui se baladent comme ça dans des semi-profonds.
Du taille 16, il descend pas très vite. Du 14, ça peut être pas mal. Désolé, je finis mon café. Voilà. Hop. Je m'excuse à chaque fois, mais il y a des auditeurs qui vont pas être contents que je boive du café. Donc, voilà. Ouh, ça c'est beau aussi, ça. Donc là, on est sur une truite un peu plus dans le courant. Un peu plus grosse que celle d'avant. Vous voyez, on est crescendo. Et du coup, c'est pour ça, on monte. Ça, c'est ma boîte de Gamma XL H12. Et en fait, à force de passer ma vie à l'atelier, je les connais au visuel, en fait. Vous voyez, je lis même plus le titre. Je relis la catégorie de mouche au visuel. Voilà. Alignement complet. Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi depuis des années avec vos nymphes. Pas besoin de savoir le nom, pas besoin de savoir le poids. Il faut visualiser quelle rivière, quel type de poisson va pêcher votre nymphe. C'est simple comme bonjour, mais c'est pas facile. Voilà. Donc, elle est belle, hein, celle-là. Donc des bons gros gamards H12. N'ayez pas peur de leur donner des bonnes crevettes, des gambas. Le taille 12, il est pas mal, hein, parce que ouais, c'est une bonne taille intermédiaire qui descend bien. En fait, plus Vincent Abeillon fait des cartons sur cette taille. Voilà. Bon. Il me dit de garder les secrets, mais je peux quand même dire qu'il fait des cartons sur de la taille 12. Voilà, il fait de l'anti-pêche, comme d'habitude, il a raison. Là où tout le monde pêche avec des micro-nymphes, lui, il pêche gros. Alors, on retourne sur du kraken. Là. Voilà, donc vous vous doutez qu'un gros kraken comme ça, un trophée, là on est au summum du kraken. Les gamards kraken taille 6, là j'en ai encore pas en stock. C'est vrai que c'est pas ce que je vends le plus, je vais pas vous cacher, parce que c'est vraiment une nymphe qui envoie du lourd pour les gros poissons. Tout ce qui est truite de mer, Patagonie, Islande, migrateur, grosse fario en Espagne. Donc en général, les clients qui commandent ça savent aussi pêcher avec, quoi. Il faut aussi accéder à la destination où tu peux pêcher avec des crevettes de taille comme ça. Et ça, ouais, à l'étau, à monter, c'est danger nucléaire, quoi. Parce que tu vois l'hameçon, la pointe du Tiemco, c'est de la folie. On continue. Eh non, j'ai pas oublié les ombres, les gars. Bah oui, à la base, moi je suis un pêcheur d'ombres, moi. Je suis un piétineur de courant, moi, à la base. Moi, ce que j'ai appris à pêcher en premier, c'est les ombres. On barbote dans l'eau avec son waders et on tape la bille en info au fil. C'est ça que j'ai appris au premier. La plus moche des pêches. Puis après, j'ai dû apprendre à aller voir les truites. Mais moi, je me suis formé sur l'ombre à la base. Donc, j'ai un amour infini pour les ombres. Des fois, je ne sais pas si j'aime plus les truites ou les ombres. Je dois vous avouer que mon cœur balance. Parce que... Et les ombres, après, je suis retombé une deuxième fois amoureux quand je les ai connues en nymphe à vue. Donc, typiquement comme ça, dans des gravières sublimes, lumineuses. Voilà, j'ai déjà eu un coup de foudre sur l'ombre en infophile dans mes premiers débuts, avec la recherche des courants à l'aveugle. Et puis, deuxième coup de foudre, 5 ans après, en nymphe à vue, quand on m'a formé à la nymphe à vue, avec justement les fameuses céramiques Plompin que j'ai volé à je ne sais pas qui. Vous me direz, on a déjà fait des discussions sur le vol des mouches. Donc, j'ai eu plusieurs prétendants. Il y a au moins 6 prétendants à qui j'ai volé les céramiques Plompin. Donc, on refera une vidéo là-dessus sur le vol des modèles de mouches et tout. Et voilà. Moi, j'ai volé la nymphe céramique. Par contre, si moi j'ai volé la nymphe céramique, il y a au moins 2000 personnes sur Terre qui ont volé la Pheasant Tail. Oh, merde. Ah, ça marche pas comme ça. Allez, j'arrête mon sarcasme sur le vol des mouches. Ah, quelqu'un de la Sorgue, monsieur Lou Pescadou. Salut, j'espère que ça pêche chez vous. Donc voilà, je peux vous le montrer, ça c'est intéressant. Je vais essayer de ne pas renverser parce que je suis une brute. Voilà. Donc sur les boîtes à 9 cases, bon, je ne vais pas vous montrer, ça va être risqué. De toute façon, ce qu'il y a en dessous, c'est les ZK10 dont on va parler après. Ah, monsieur Ramioul de Belgique. Ah, monsieur Ramioul, on aurait pu se voir en réservoir récemment. C'est dommage qu'on ne se soit pas vu. J'ai vendu le secret de mes Kiro d'ailleurs. Je t'ai balancé à tes copains belges, Gaëtan. Faut que tu changes de Kiro, il marche plus. Voilà, c'était pour vous montrer les boîtes Corda à 9 cases. Et puis forcément, les céramiques Plompin, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que... salut Lou. Les céramiques Plompin sans bitungstène, c'est soit des nymphes excellentes pour les ombres en nymphe à vue. À qui donc un réservoir à la limite de la Hollande et de la Belgique. Un ami à toi, ouais, ils savent pas l'utiliser. T'en entendras parler. Un ami à toi très sympathique qui est très doué dans la pêche du chefn avec des chenilles. Je sais pas si tu peux deviner. Je te fais deviner parce que je donne pas les noms. Ah, là t'as bien raison, il faut encore savoir l'utiliser de ce point de vue-là. Je suis d'accord. Bon, faudra qu'on se revoie à la pêche, Gaëtan, que tu me mettes une branlée ou qu'on fasse un live. De toute façon, ça change de mode en réservoir. Tous les 2 mois, les mouches, elles changent.
Bon, je continue. Donc, les céramiques Plompin, pour moi, excellente, excellente. Peut-être. Je balance pas des noms sur le live parce qu'on ne sait jamais. Après, ça m'attire des problèmes. Je reste neutre. Céramique Plompin, excellente en infavue sur les ombres, mais en infavue sur les truites, les céramiques Plompin, je trouve que ça fait peur, pour être honnête avec vous. Mais en inf de courant, sur les truites, les céramiques Plompin, c'est excellent. Parce que dans un courant, une céramique Plompin, c'est réaliste pour une truite dans le courant, mais une céramique Plompin dans un lisse, ça fait peur à une truite. Je ne sais pas si vous me suivez, mais moi je les pêche comme ça. Mais alors sur les ombres, en infavue, si vous voulez démonter des ombres en infavue, enfin je veux pas, de toute façon ça c'est d'une efficacité redoutable parce que tu peux passer devant le nez du groin qui refuse, qui veut pas se décaler. Et une céramique Plompin, ça se passe très bien proche de la tête des ombres, on va pas faire semblant. C'est une tuerie, de toute façon c'est hérité de la nymphe Piam qui avait tout compris. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a bien apporté quelque chose dans la pêche à la mouche en France, c'est bien Piam. Désolé d'être certain de ce que je dis. Je l'ai déjà dit, c'est quelqu'un qui a tout compris, qui a fait quelque chose de révolutionnaire. Et la céramique Plompin n'est que la suite améliorée de la nymphe Piam. Par contre, les céramiques Plompin, là, en silestage, je vais vous sortir un truc, les petits gars. Et par exemple, une CN6. Je suis désolé, j'ai toujours du mal avec les trucs de... Voilà. La plus grosse de mes céramiques Plompin, bah ça, dans les pêches de torrent, dans les cuvettes de torrent, par exemple dans les Hautes-Alpes, en Isère, en Haute-Savoie, en France, hein, pas sur des poissons faciles. Si vous allez en Autriche, vous mettez un truc qui clignote. Mais ces grosses céramiques Plompin, là, dans les styles le Drac, des choses comme ça, les rivières alpines, bah, y a plein de gros trichoptères. Et le fait qu'il n'y ait pas de billes quand l'eau est très claire, bah, c'est des très bonnes nymphes de courant. Voilà. Donc, si vous avez des truites moyennes en torrent, une grosse nymphe céramique Plompin en pointe, c'est excellent. Et puis toujours, vous faites le vicieux comme moi, vous rajoutez une deuxième nymphe en sauteuse. D'ailleurs, j'ai jamais poussé à l'extrême là-dessus, mais attendez. Je le remonte pour ceux qui débarquent. J'ai jamais poussé à l'extrême, mais les Tchèques sont réputés, et les Polonais, pour être des vicieux, et ils ont raison, parce qu'eux, ils pêchent à 3 nymphes. Donc, moi, déjà, je pousse la logique fort, parce que 2 nymphes dans l'eau égale 2 fois plus de poissons. Voilà, une fois de plus, désolé d'enfoncer des portes ouvertes. Mais les Tchèques et les Polonais sont très réputés pour pêcher à 3 nymphes. Faut juste aimer se faire chier à faire des nœuds. Mais enfin, franchement, si il n'y avait pas l'étape des nœuds, je pêcherais à 3 nymphes. Et je vous le dis honnêtement, je pêcherais à 3 nymphes. En grande rivière, c'est une certitude parce qu'on n'a jamais parlé des 3 nymphes. On veut faire le puriste, le minimaliste à une nymphe. C'est bien. Moi, j'ai arbitré pas mal de gars en D1. J'ai vu des gars exceptionnels pêcher à une nymphe en grande rivière. C'est leur choix. Mais pour moi, la pêche à une nymphe, elle se fait qu'en petite rivière ou en faible colonne d'eau. Après, c'est dommage, quoi. Si tu as une colonne d'eau et de la surface, c'est quand même dommage de ne pas pêcher à 2 nymphes, de 3 nymphes, 4 nymphes, je m'en fous, ce qu'on peut dans la loi. Après, c'est juste du travail de nœud qui est chiant. Mais voilà, c'était juste pour vous préciser qu'il y a des excellents compétiteurs, surtout les Tchèques, étaient réputés pour pêcher à 3 nymphes. Et putain, en grande rivière, je sais pas, sur la Dordogne, tu mets un boulet au bout. Je sais même pas si on a le droit de pêcher à 3 nymphes en France, en fait. Mais je vous dis ça dans l'idée, tu mets un boulet au bout sur la Dordogne, une nymphe céramique, tu mets 2 micro-nymphes au-dessus, tu fais un massacre, quoi. 2 mouches dans l'eau, 2 fois plus de poissons, 3 mouches dans l'eau, 3 fois plus de poissons. Enfin, pour moi, globalement, il n'y a pas photo. Allez, on continue. Alors, je me suis flambé sur le visuel des Fuzzentail Tungsten. J'ai été vraiment ambitieux là-dessus, parce que c'est vraiment une truite trophée de courant. Voilà. Alors que les Fuzzentail Tungsten sont plus des nymphes de routine pour de la pêche au fil, pour des truites moyennes. Parce que pourquoi? Quand vous allez pêcher au fil, taper de la bille, vous faites barrer tous les trophées. C'est bien connu. Les grosses truites, et Dieu sait que c'est Nymph Evolution qui vous dit ça, les très grosses truites se prennent en sèche et en infavue. Dès que tu rentres dans l'eau, tu descends à 5% la probabilité de prendre une grosse truite. Ça, tout le monde pourra vous le dire, même mes adversaires qui ne m'aiment pas vous le diront. Dès que tu rentres dans l'eau, taper la bille en infophile, tu fais barrer les grosses truites. Cela dit, statistiquement, si tu as passé ta vie à taper de la bille comme moi avec des 11 pieds, bam, 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 à faire du bourrinage, à un moment, tôt ou tard, il t'arrive de sortir une grosse truite. Mais c'est extrêmement rare. J'en sais rien. Moi, c'est peut-être du 1 pour 2000, quoi. Sur tout ce que j'ai pêché en infophile dans ma vie, Dieu sait que j'ai niqué ma vie pour la pêche, donc j'ai passé du temps à pêcher en infophile.
c'est du 1 pour 2000, quoi. J'ai 3 souvenirs de au hasard dans un trou, une putain de Fario de 58 que j'ai pris au fil ou 60. C'est extrêmement rare. Je parle en France, hein. Je parle pas à l'étranger. Dès que tu rentres dans l'eau en wading, surtout en France, tu réduis à néant quasiment ta possibilité d'avoir des grosses truites. Sauf, une fois de plus, cas spécifique. Comment que ça s'appelle? Dans le sud, par exemple, sur le Tarn, où tu as des postes marqués à grosses truites dans les courants. Ça, ce sont des cas spécifiques. Mais d'une règle générale, je pense que tout le monde s'accordera à dire que dès que tu rentres en wading dans l'eau, pour la pêche au fil, hein, je parle, pas pour la sèche. Si tu tapes la bille au fil, ce n'est pas des pêches à grosses truites. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'autant de nympheurs qui aiment le challenge basculent de la pêche au fil à la pêche à vue. Parce qu'ils voient bien que quand tu tapes la bille pêche au fil classique à l'espagnol, bah oui, tu rentres beaucoup de poissons, mais ta taille moyenne, elle est limitée, quoi. Parce que tu fais fuir les grosses truites, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai surdimensionné le visuel pour les Pheasant-tail tungsten, parce que c'est ma nymphe de base pour pêcher au fil, à la roulette, à l'espagnol, vous appelez ça comme vous voulez. Mais quand même, je me suis dit, allez, je vais être ambitieux sur le visuel, parce que c'est une truite d'eau courant, donc il y a moyen parfois de prendre des truites d'eau courant en info au fil. Après, si on se place sur les exceptions, du coup, je vais prendre l'Islande ou la Nouvelle-Zélande. Quand vous voyez toutes ces vidéos en Nouvelle-Zélande avec des mecs qui bananent des nymphes lourdes avec des putains de gros indicateurs et qui font des truites de 65 dans des courants, bah c'est parce que c'est des truites qui sont jamais pêchées. En France, tu prends n'importe quelle rivière où il y a des grosses truites, je sais pas, t'arrives sur la Sorgue en wading comme un parpaing, tu fais du wading jusqu'au nombril et tu tapes la bille dans un énorme courant. Il y a de grandes chances que ta truite trophée, elle se soit barrée, quoi. La truite trophée, elle va se trouver en sèche sur une éclosion avec la discrétion, à distance en nymphe à vue ou à l'arbalète, comme ce grand cornichon de Stan caché dans un buisson avec une 11 pieds. Voilà. Je pense que ça, tout le monde se l'accordera à se le dire. Voilà. Et par contre, là, je me suis gavé sur le visuel. Parce que là, c'est les céramiques tungstène. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une céramique tungstène, il y a encore trop de monde. Il faut atterrir, les gars. Il faut atterrir. Céramique tungstène, c'est plus petit, ça pêche plus lourd et c'est plus réaliste. 3 avantages. Les javis, les perdigones, c'est joli, mais c'est pas efficace. Parce que sur la céramique tungstène, tu as 99% de la mouche qui est du lestage. Donc, si tu fais ça, tu n'as jamais un poisson. Ah oui, sur la sorgue, bah oui, je parle de la sorgue, toi tu connais. Oui, bah toi, vu comme tu es caché sur la sorgue, ce que tu me racontes, si ouais, bah tu fais des ombres, quoi. Oui, sur la sorgue, si tu pilonnes en waders jusqu'au nombril, bah c'est comme toutes les rivières, tu fais des ombres qui sont dans le trou, quoi. Les trophées, elles sont barrées. Donc voilà, je refaisais mon petit laïus insultant sur les céramiques tungstène. Hein. Donc, bah les javis, c'est bien, c'est moins réaliste. C'est moins réaliste un javis qu'une céramique tungstène. Puis les perdigones, bah c'est joli, quoi. C'est joli une perdigone, mais c'est magnifique une perdigone, mais c'est trop beau, c'est iridescent, c'est verni, ça a plein de variations, du rose, du violet, mais du coup c'est beau. Et en fait, quand t'es comme moi, que t'aimes les mouches efficaces, bah une perdigone contre une céramique tungstène, quand t'as compris que les mouches belles ça sert à rien, mais que les mouches efficaces elles servent, bah t'oublies les perdigones, puis tu fais des céramiques. Ah, monsieur Cyril Bailly, ça c'est pas... Je suis loin de ton niveau, mais un peu plus technique pour les pêches à vue pour toi, vu que je fais toutes les pêches. Alors, je suis loin de ton niveau, et je respecte incroyablement ton montage. Et j'en prends aussi plein la gueule sur Internet, parce que je dis ce que je pense. Donc, je te remercie pour le message que tu m'avais fait, parce que... Ouais, faut avoir les reins solides quand tu dis ce que tu penses sur Internet dans le monde de la mouche, parce que ça... Mais bon, moi je continue avec plaisir. Donc, on a fait le tour. Voilà, j'ai tous les visuels. Donc, vous imaginez à l'atelier quand je fais les commandes. Donc, c'est le kiff total en fonction des commandes. Voilà, donc ça pioche au hasard. Voilà. Je vais ranger ça. Je voulais vous parler d'autre chose. Quoi d'autre ? Alors, on va pas encore faire l'émergente de tricot. Je voulais vous parler d'un... Ah bah oui, forcément. Comment vais-je pu oublier ça? Qu'est-ce que j'ai lancé récemment? Qu'est-ce que j'ai pas lancé? Voilà, le ZK10. Alors, comme je dis ce que je pense, Monsieur Frédéric Zanella est peut-être un personnage sulfureux, si vous voulez,
Mais pour moi, il est de la même trempe que Cédric Nolin. C'est un extraterrestre, c'est un ovni. Et voilà, je le dis, c'est une grande fierté qu'il pêche avec mes mouches. Voilà. Quand il va à l'étranger, en Slovénie ou compagnie, sur des parcours sans ardillon, bah il doit pêcher sans ardillon. Que ce soit Zanella ou Monsieur Michu, quand le garde-pêche il passe, bah, il lui fait comme ça, et sans ardillon. Donc je lui ai fait aussi du sans ardillon. Donc les ZK10. Je vous refais un petit laïus à l'oral, parce que j'ai pas assez parlé des ZK10. J'étais beaucoup à la pêche les derniers temps, et comme il fait moche aujourd'hui, bah, je fais des mouches. Alors, la grande idée du ZK10, à la base, Zanella, il m'a dit, putain, tes céramiques tungstène, elles sont bien, gars, mais plus gros, plus lourd, parce que je pêche des bouillons, et je pêche des poissons, et il me dit, sur des lacustres trophées, l'hameçon, je suis désolé, il est solide, mais c'est des poissons de l'espace, donc ça tiendra pas. Et c'est vrai que quand tu fais des mouches pour Zanella, t'as intérêt à accrocher ton slip, j'ai envie de dire. Et du coup, j'avais déjà bossé pas mal les hameçons à carpe, mais il y a beaucoup de merde aussi dans les hameçons à carpe, et il y a une ou deux marques qui sortent du lot, et notamment Corda, en fait, qui fait... déjà, ils ont une gamme d'hameçons terrible, et ils ont cet hameçon-là, le chlore. Attendez, je vous le montre comme ça, c'est mieux. Le chlore, en fait, il a la forme de pupa, donc c'est ce qu'on appelle la forme pupa, comme le Umpqua, en fait, que je vais vous montrer après sur l'émergente, mais en mode carpe, quoi. Et il a une force de fer de bâtard. Enfin, voilà, c'est taillé pour Zanella, parce que c'est-à-dire que c'est Huchon et Maîtré de la Drance. Et là, c'est même pas de l'exagération, c'est pas du Marseillais, c'est ça, quoi, qu'il a au bout du fil. Donc, j'ai dû vraiment chercher le meilleur Corda. Et effectivement, le chlore, bah, il a une forme très trichoptéresque, quoi, avec au final une bonne ouverture, une bonne force de fer, hein. C'est pas non plus une force de fer comme un hameçon de mer. C'est pas un truc de salopard qui est vraiment fait pour treuiller du poisson. C'est vraiment la bonne force de fer. Le bon anneau pour les gros nylons. Voilà. Et donc, du coup, je me suis mis au niveau de Zanella. Parce que j'aime vraiment bien avoir une gamme qui correspond à tout le monde. Donc, des plus petites Pheasant-tail discrètes pour Cédric Nolin quand il est à l'étiage, qu'il faut pas que ça plouque, jusqu'à un putain de boulet pour Zanella, mais qui est réaliste. Et donc, j'ai finalement stabilisé la collection, parce que j'ai beaucoup d'essais. Vous verrez, je suis encore en essai sur le tricot, et j'essaye. Et à un moment, quand je stabilise et que je suis sûr de moi, du rendu et de la durée de vie, et que ça va pouvoir me durer toute ma vie, je commercialise. Et c'est pour ça que j'ai une si petite gamme, parce que j'ai tout le temps des choses en test, mais pour introniser des choses dans ma collection, il faut qu'il y ait du lourd derrière, quoi. Derrière le Gamard, il y a Cédric Nolin, derrière les ZK10, il y a Zanella, et les trichoptères furtifs, c'est Vincent Abbayon. J'aime bien quand même quand un mec de l'espace, il m'a validé ça. Et là, Zanella, enfin... voilà. Pour Zanella, quoi. C'est une céramique tungstène pour Zanella. Donc, voilà. C'est un truc de malade. Donc, c'est un beau bébé. C'est un très beau bébé. Je pourrais vous comparer la taille à une CO3, mais je l'ai mis en vidéo. Donc, c'est bien plus gros que mes grosses céramiques tungstène. Donc, c'est un beau bébé, hein. Franchement... En France, je vous le dis honnêtement, pour pêcher avec un ZK10 en France, si vous pêchez pas comme Zanella, peut-être si vous avez quelques lacustres ou que... En France, j'ai pas trop d'idées. Peut-être sur la Durance, voilà, pour des lacustres. Mais aussi vraiment, vous avez des parcours avec des grosses truites en profondeur, pourquoi pas. Mais on va pas se mentir, sur des poissons en dessous de 50, 55, ça sert à rien d'aller chercher le ZK10. Voilà. Par contre, à l'étranger... Je l'ai aussi fait pour la rivière qui se jette dans Lago Strobel, j'ai oublié le nom en français, Jurassic Lake, voilà, des choses comme ça, des rivières de courant en Islande. Alors ça, un ZK10 bi-orange en Islande, allez-y, hein. C'est garanti 2 ans. Celui qui va en Islande, qui me le pète, le ZK10 en orange, il n'y a pas de problème, je le rembourse direct. Là, tu peux sortir un saumon d'1,20 m avec, il n'y a pas de problème. Tu pêches un poule en infofil en Islande, le ZK10, il passera. Je te dis, s'il est passé entre les mains de Zanella, tu peux y aller. Tu peux tout envoyer. Tu peux envoyer de l'Islande, de la Nouvelle-Zélande, de l'Autriche, du Huchon, du Alaska. Voilà. Ça peut être aussi, par exemple, une très bonne nymphe pour les ombres arctiques en Alaska. Ceux qui ont la chance, j'ai quelques clients qui m'envoient des photos qui vont sur des lodges en Alaska pêcher les ombres arctiques. Excellente nymphe. Pour la Mongolie, excellente nymphe. Robuste, costaud, voilà. Donc c'était un peu le laïus sur les ZK10. C'est un beau bébé, hein. On est même
peut-être un peu plus d'1 gramme, 1 gramme pile, 1 gramme 2. Donc là, là, je vais encore me faire fusiller par les chapeaux à plumes parce que putain, tu pêches avec une nymphe d'1 gramme, t'es mort dans la mouche. Personne ne regarde l'ensemble de ta gamme en fait, ouah, tu pêches avec une nymphe d'1 gramme, t'es mort, t'es pas un moucheur. Donc voilà, moi j'ai une collection qui fait tout un spectre. Et en fait, le ZK10 pour Zanella, bah, l'extrémum le plus bourrin est toujours pareil, en furtif, en standard et en visibilité. Vous n'avez pas besoin de plus. Après, il y a juste besoin d'une dérive et le reste des mouches, c'est de la poésie. Alors notez bien, je vous fais le blabla ici. Important, en furtif, il est avec une bille en verre, très légère, pour en fait qu'il soit aussi léger. Parce que comme ça, dans la gamme, vous avez des billes tungstène, des billes orange, mais ça peut être une très très bonne nymphe. Alors pour le coup, le furtif, ceux qui pêchent les grosses truites en nymphe à vue dans les profondeurs, je pense que ça peut être une très très bonne alternative. Genre, je dis une connerie, vous êtes sur la Socha, il y a une marmotte 90 qui est vraiment au fond dans un courant puissant, vous la pêchez à vue, vous pouvez faire la dérive. Moi je pense que ça c'est très bon. Ça fait 0,5 grammes. Ça pèse son poids, tu auras la force de faire, tu as la discrétion. Et c'est vrai que la tête noire avec le corps céramique, bah c'est une tuerie, quoi. Voilà pour le ZK10. Hop, allez, tiens, encore un petit visuel au passage. Alors c'est rigolo, Cédric Nolin, il s'est récemment mis au taki, il les détestait au début. Et j'ai vu beaucoup de gens qui détestent les boîtes taki. En fait, parce qu'elles sont lourdes. Donc le premier truc, tu prends une boîte taki, tu dis, ah, c'est sympa et tout. Ah, c'est lourd. Oh, ça craint, c'est lourd, puis tu t'arrêtes au premier truc. Je l'ai fait aussi, hein. Il y a 10 ans, j'ai dit putain, c'est lourd. Et après, tu vas brinque-baller, tu fais une dizaine de sorties de pêche, comme tel un sanglier de talus, tu jump, machin, tu fais tout. Et tu dis, putain, les nymphes, elles ont pas bougé. Ah, mais c'est peut-être parce qu'ils ont pensé en fait que c'est du silicone dense et que ça pince bien les nymphes. Alors que sur ta putain de boîte CF Design, avec de la mousse aérée, eh ben, tes nymphes qui sont un peu lestées, elles dégagent. Donc, voilà pourquoi, en fait, les takis, tout le monde y vient tôt ou tard. Puis c'est minimaliste, enfin, c'est taillé. Ça a qu'est-ce que je voulais? Ah oui, du plastique recyclé. Voilà, ça c'est quand même intéressant. Donc voilà, enfin, moi qui suis un amoureux du minimalisme, bah, je les aime, les takis. Donc voilà. Et puis c'est tout pour le ZK10. Allez, on va rentrer dans le dur, hein, parce que vous attendez le tricot furtif. Et puis, petit dernier délire. Donc, je vous avais promis une boîte réservoir que je vais mettre, mais j'ai encore changé. Je me suis encore passionné parce que je vous ai fait dans une vidéo une boîte réservoir un peu plus costaud et tout machin. Et j'ai refait des essais chez mon producteur de résine là et ouais, j'ai fait une dinguerie pour le réservoir, quoi. Donc, ça va être une petite boîte en série limitée. Donc, limite un petit patch. Vous voyez? Bim bam, voilà. Et ça, je vais le faire en série limitée. Donc, c'est pas une boîte haut de gamme que je peux vendre. Ce sera une petite sélection réservoir pour avoir votre petite sélection réservoir dans la poche. Et puis, j'ai tripé sur ce visuel d'une magnifique arc-en-ciel. Voilà. Donc ça, je vais le mettre en série limitée bientôt. Petite sélection de réservoirs avec des micro-nymphes. Parce que je vous ai dit, moi, je vais aussi faire la semaine, je monte des mouches et je vais pêcher la rivière. Et le week-end, on va souvent en réservoir avec le gamin, la famille, parce que c'est rigolo, on fait des barbecues en réservoir, mais il faut quand même avoir les bonnes nymphes. Voilà. Alors, on va passer aux fameux tricots locaux. Alors, l'histoire, je suis obligé de vous montrer sur l'ordinateur l'histoire d'où elle vient. En fait, cette histoire de cet incroyable tricoptère, bah, je vous montre juste le tableau de chasse. Je sais pas si on verra. Ouais, on verra, je pense. Voilà. Genre de délire que j'ai découvert sur des truites qui étaient sur les émergentes de Sedge. Voilà. Je suis désolé, je vous passe la galerie des trophées, mais j'ai découvert ça il y a 2 ans, un matin, au coup du matin, qu'en fait les truites sur cette rivière donnée, attention, c'est pas sur toutes les rivières, étaient en fait sur les émergentes de sedge. Et non pas les sedges qui flottent en imago, donc en forme parfaite. Pourquoi? Parce que quand tu es dans des conditions d'été avec l'air super sec, eh ben les sedges ils s'envolent dans la seconde, c'est ça le truc. Et, sur notre nouveau régime de canicule là avec 6 mois de sécheresse, bah, les tricots ils sortent tout le matin, ils s'envolent direct. Donc les truites n'ont même pas le temps de les prendre quand ils touchent l'eau,
il s'envole direct, l'air est super sec, donc bim bam, il s'envole. Donc les petites coquines, bah, elles attendent pas. Des fois, tu les vois fouiner dans le sol, hein, ça arrive. J'ai eu des scènes de folie où j'avais 2 truites devant moi qui broutaient dans le sol comme des barbeaux, sur les gravières notamment, en train de chercher les trichoptères. Donc les trichoptères sont souvent sur les belles gravières, et elle les chope à l'émergence. Donc hop, il sort de son fourreau, et puis bam, elle le catch direct. Donc d'où l'émergente de sedge. Mais le problème que j'avais, c'est que les émergentes de sedge de Monsieur Tout-le-Monde, vous savez, les belles mouches, faites avec du matériau naturel, du dubbing, enfin le même truc depuis 30 ans, même avec des ailes en mode bubble sedge et compagnie, à un moment, quand ton matériau naturel il est mouillé, il est mouillé. C'est-à-dire que tu attaques une truite à vue avec une émergente de sedge, disons, comment on dit, traditionnelle, académique, voilà. Une émergente de sedge académique, avec son dubbing de lièvre, avec ses petites pattes en dubbing brun rouille, avec son petit thorax velu, tout ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'une fois que c'est bien mouillé, que tu as fait 3 lancers, que le matériau naturel il a tout pompé, bah ça coule avec le poids de l'hameçon. Et ça, moi, ça m'emmerdait, parce qu'en général, les poissons viennent sur des gravières peu profondes. Et moi, il n'y avait pas moyen, en fait, je voulais compenser le poids de l'hameçon. Donc un hameçon moyen, fort de fer, comme ceux-là, ça coule déjà trop vite. Et il n'y avait pas moyen de monter ça sur du fin de fer parce que tu fais des babards de 60 des fois, enfin tu fais des trucs, tu fais des bazars. Tout le monde est sorti le matin à 6h du mat. Salut Madame Martine Ferrer qui a bien pris des poissons avec sa petite commande, je me souviens. Je suis content si ça a marché. Donc pas d'hameçon fin de fer, il n'y a pas moyen. Enfin je veux dire, tu vois à 6h du mat, t'écarquilles les yeux, tu vois une 60... voilà, désolé ça a coupé, c'était un appel. Hameçon fort de fer obligatoire et compensation du poids de l'hameçon. Parce que même j'ai tout essayé. J'ai essayé de mettre du liège, j'ai essayé de mettre des sacs à l'air avec des bulles dedans, j'ai essayé de mettre du polystyrène, mais ça ne me plaisait pas. Donc après avoir tout essayé, j'ai orienté en fait mon travail sur de la mousse haute densité. Donc comme Julien, là, non je sais plus c'est qui, quelqu'un qui l'a dit l'autre fois, j'ai déjà parlé de la mousse de pédiluve. Je sais, ça coûte méga cher, mais elle est méga résistante et méga flottante. Donc, j'ai dû vraiment chercher des produits, essayer différentes couleurs, on va en parler. Vous voyez, autant le jaune il fait peur, autant le tan là, il est beau. Et du coup, j'ai frayé mon chemin vers le fait que je ne voulais pas d'une émergente de sedge académique parce que c'est beau mais pas efficace. Désolé, je suis chiant avec ça. Quand tu pêches à vue, une fois qu'elle est mouillée 3 fois, bah ça flotte plus. Parce que le matériau non synthétique, il a pompé l'eau. Et même si tu as une bulle d'air au début dans du cul de canard ou un putain de dubbing, bah, ça va pas. Tu as l'axe de freiner la descente de ton émergente de sedge avec des longs trucs, des cercles, des machins. Il y a l'effet freinage des matériaux, qui est une chose. Mais à un moment, ton émergente de sedge, si tu lui mets des froufrous dans tous les sens, elle ressemble à rien, quoi. Un sedge, un trichoptère, un frigana grandis, un rhiacophile, c'est somme toute assez compact. Ça n'a pas 48 000 froufrous, quoi. Quand ça sort en émergence, ça a juste les pattes qui traînent, peut-être des ailes au-dessus. Il y a quelques fils, mais tu peux pas lui mettre des hacles dans tous les sens pour le freiner. Ça reste un gros asticot. Donc j'ai verrouillé une fois de plus mon travail sur de la mousse. Et je me suis dit, bah maintenant on va blaster tout le marché, on va acheter toutes les mousses qu'il faut dans tous les sens pour focuser le travail de l'émergente de sedge pour de la mousse. Et j'ai fait mes tests à chaque fois dans des verres d'eau et au bord de l'eau pour me dire, bon, bah là, ça coule tranquille. Mais la nuance, et c'est là que je vous dis que c'est très, très technique, je veux pas non plus une émergente de sedge en suspending. Parce que si elle est comme des Kiro ou des Shipman suspending, c'est-à-dire qu'elle bouge pas dans la colonne d'eau, bah, t'as pas de travail à aller chercher le poisson en nymphe à vue, puisque c'est une mouche de nymphe à vue. Ça sert à rien de pêcher dans un courant avec ça, parce que le but du jeu, c'est la flottaison. Donc si tu la mets en potence, elle va servir à rien. Donc du coup, je voulais une émergente de sedge qui coule pas avec le poids de l'hameçon, parce qu'on se rend pas compte, mais un hameçon fort de fer, c'est déjà très lourd. Et je voulais une émergente de sedge qui flotte pas. Et après, ça s'appelle un sedge. Hein. Vous allez me dire, pourquoi tu les pêches pas en sèche au coup du matin? Pourquoi? Parce que je vois pas de gobage. Parce qu'en fait, tu vois des tailings, quoi. Tu vois c'est pas des gobages, c'est des mangeages de sedge avec des truites qui ont la queue en l'air et qui chopent les émergences. Donc tu vois zéro gobage, tu vois des remous, mais à aucun moment tu vois un gobage. Enfin, dans mon cas, hein, sur ce que j'ai vu sur les émergentes de sedge, dans tous les cas. Donc, si ça flotte comme une sèche, elles viendront pas le chercher. Elles sont pas cons, hein, elles vont cueillir les larves en bas. Si ça coule comme une enclume avec le poids de l'hameçon et des matériaux
académiques qui se remplissent d'eau, bah, c'est de la merde, ça coule trop vite. Et j'ai trouvé en dosant la mousse quelque chose d'entre deux. Donc c'est-à-dire le truc parfait, quoi, qui coule tout tranquille. Et d'ailleurs, je vais même vous dire un truc. J'en ai pris une vendredi avec cette émergence de sedge. Et comme c'est le début de saison, bah, vous ne me croirez pas, mais je l'ai pêché en 22 centièmes parce que les poissons se réveillent et l'eau était un peu teintée. Et ben même quand tu pêches encore avec du nylon plus gros, bah, tu compenses encore la coule. Et ça, c'est top. Après, je vous cache pas qu'en plein cœur de l'été, à l'étiage, je suis un sagouin, mais en 22 centièmes, ça passera pas. En France, dans de l'eau claire et tout, ça passera pas. Au pire des cas, je peux y aller en 16 centièmes. Et voilà, en fait, sur le lestage que je veux... c'est très important, en fait, que je vous explique pourquoi c'est compensé avec de la mousse. Et j'insiste, parce que ça coulera moins vite qu'un sedge traditionnel, une émergente de sedge traditionnelle. Et comme les truites passent leur vie à avoir les mouches à monsieur tout le monde qui sont faits au Kenya, donc on vous fait une émergente de sedge académique au Kenya ou en Pologne, ou même en France, je veux dire, avec des matériaux traditionnels, dubbing de lièvre, dubbing sur bobine, CDC, eh ben, ces matériaux-là vont se gorger d'eau, et j'insiste là-dessus, et à un moment, l'effet flottaison, il n'existe plus. Alors que la mousse, de par le fait qu'elle accapare des millions de bulles dans sa composition, eh ben, ne bronchera pas. Et ça offre, une fois de plus, comme je fais avec Nymph Evolution, parce que c'est mes mouches de pêche, eh ben, du minimal optimal, donc c'est-à-dire qu'on retombe sur un modèle qui a la bonne flottaison, et la bonne solidité, et la bonne esthétique. Voilà, toujours pareil, donc ce n'est pas beau, mais c'est efficace. Voilà, donc vous aurez plein de photos, après je vais la sortir, je ne sais pas quand. Mais c'était vraiment pour vous expliquer, quand on veut partir sur une mouche efficace, il faut dégraisser la chose, sortir des conventions établies pour les mouches belles. De plus en plus, je m'éloigne des mouches belles en fait. Quand vous prenez, j'avais le catalogue de Rudi Eger l'autre fois qu'il envoie à la maison. Rudi Eger, une grosse boîte en Allemagne. Putain, ils ont encore des catalogues avec 3000 mouches, quoi. J'ai l'impression d'être en 1995, quoi. Mais arrêtez avec ça, quoi. Enfin, pour moi, c'est une ineptie, quoi. Tu vas noyer le client avec 3000 mouches, tu lui donnes aucune information, quoi. Donc, une fois de plus, moi, je reviens sur l'efficacité des mouches. Et comme ça paraît simple quand c'est posé, quand c'est fini. Mais vous allez voir, on va s'en faire une ensemble. Et c'est pas si facile. C'est vraiment une somme de détails. Mais il faut aussi avoir des concepts théoriques avant de se lancer. Si tu n'as pas observé la nature, si tu sais pas trop ce que c'est qu'une frigane, qu'un rhiacophile, qu'un Baetis rhodani, qu'un gamard, en fait, si tu n'as pas de culture mouche à un moment dans les pêches techniques, bah, tu ne seras pas aligné avec la nature. Donc, la pêche à la mouche et surtout la pêche en nymphe, c'est l'humilité, c'est l'observation. Surtout la pêche en nymphe à vue, qui est à ce niveau-là, au même niveau que la pêche en sèche. Si vous allez performer là-dedans, j'ai beaucoup de clients à moi qui passent de la pêche au fil à la pêche à vue. Ils tombent dans le truc, ils prennent une picouse de nymphe à vue, ils n'en démordent pas, et ils analysent la rivière. Et ils regardent. J'ai monsieur David qui est sur la Sorgue, que j'ai vu évoluer, qui maintenant, il m'appelle et il regarde dans les herbiers de la Sorgue ce qui se passe. Voilà. Et de l'humilité vient ça. Donc moi, j'ai été voir mes tailles de nymphe déjà, parce que si tu pêches trop petit ou trop gros, ça va pas. Ça, c'est important. Et tout ce qui est rhiacophile, friganea grandi, ça, on est dans ces coloris et ces tailles-là. Alors, on est sur du taille 10, mais ce qui est important, c'est que la Friganea grandis, on est sur du jaune un peu moins comme ça. Et les rhiacophiles les plus répandus, qui donnent aussi des gros sedges. Le rhiacophile, c'est celui qui vit de manière libérée, pas dans son fourreau, avec un petit pompon au cul. On est vraiment sur cette couleur-là. Et ça m'emmerde parce que ce jaune était trop jaune, mais bon, il vaut mieux trop discret que pas assez. Voilà. Et donc, dans les fourreaux, je vous remettrai des photos. Sur la rivière où je pêche, c'était en taille 10. Mais attention, attention. Je sais que par exemple, sur Pliva en Bosnie ou certaines rivières, mais putain, il y a des émergentes de sedge. Et d'ailleurs, ça me chaufferait d'en faire en taille 6 parce que il y a des porte-pierres et des porte-bois qui sont vraiment en taille 6. Mais vraiment, c'est la taille qui pêche. Donc, Vincent Abellon m'a chauffé là-dessus. Il m'a montré la taille des trichoptères en Bosnie, sur Pliva. Et moi, j'aimerais bien coller à la nature avec panache et faire aussi des tricots taille 6. Pour le moment, comme je vais les commercialiser, on va rester sur de la taille 10, qui est déjà grosse pour des gars en ultra nymphing. Hein. Par exemple, Somaré pêchera jamais avec une taille 10 parce que lui, il est dans la micro-nymphe. Mais la taille 10, c'est
en général ce qui colle sur des rivières à Porte-Bois, Porte-Pierre, Grande Frigane, Riacoffil et compagnie. Donc, je vous ai tout parlé sur le lestage. Ce qu'il faut comprendre, ça c'est assez simple. Quand vous regardez sur les émergentes de sedge, le dubbing, on est sur du brun rouille. C'est le grand classique. Voilà, pas besoin de trop se compliquer. Un dubbing brun rouille, surtout qui va traîner derrière comme des pattes. Donc là, on voit mal, mais quand ça va être mouillé, les pattes vont traîner le long du corps, hein, comme l'émergence en fait, l'insecte qui sort de son enveloppe, quoi, simplement. Donc on a vu les mousses. Alors sur les mousses, donc celle-là je la discrédite parce que vraiment trop jaune. Donc vous voyez le nombre d'essais que tu fais, hein. Tu vois une photo, tu commandes, puis c'est trop jaune. On est là-dessus. Et vous allez me dire, ah t'es sympa Stan, tu nous fais une nymphe hyper discrète, mais ton truc, on croirait une tache d'essence dans une station d'essence, quoi. C'est quoi le délire? Oui, sur le rendu macro, mais comme je vais utiliser une bandelette de 5 mm, bah, le rendu, vous allez voir, en fait, il est terrible parce qu'on ne le voit quasiment pas. Et ça fait juste l'effet parfait. En fait, il y a 3 variations de couleurs sur ce tricot. Donc, vous aurez des photos par la suite, vous aurez tout. Il y a un sous-corps plutôt blanc sale. Le dessus du corps plutôt beige, on va dire. Et puis, des tout petits reflets qui se perdent un peu iridescents, mais même pas, en fait. Vous verrez, enfin, moi, je le vois là, mais ça fait un détail de fou. Donc, c'est juste... Il y a un très bon mélange avec 3 variations. Et puis, juste le thorax verni. Ça, c'est pour cause de solidité. J'aimerais m'en passer à ne pas mettre de vernis dessus parce que ça amène trop de poids, en fait, à la nymphe. Ça la fait couler trop vite. Mais le truc, c'est que si tu mets pas un vernis, tu fais ce qu'on appelle une mouche à un poisson. Et moi, je suis pas un vendeur de mouches à un poisson, quoi. Il faut au moins pouvoir prendre 5-6 tueries de trophées avec un truc comme ça, que ça tienne. Et j'ai des méthodes de vernis, en fait, qui scellent tout ça. Salut, monsieur Jean-Charles Claudel, producteur de cannes de folie. D'ailleurs, tant que je suis dans les pubs, vous voyez, j'ai complètement oublié. Donc, interlude. Tada! Voilà. C'est pour partir en Laponie. Non, sans déconner, je vous ai fait un post là-dessus parce que j'ai pas trop le temps. Donc, je vais vous proposer, je commence à vous proposer des listes d'artisans et vous voyez avec eux, c'est pas mon affaire, mais c'est des produits tellement exceptionnels que je dois les mettre en avant. Monsieur David Darocha, donc il est charpentier, ébéniste, enfin bref, il travaille le bois, il est passionné de pêche à la mouche et je vous ai fait une pub avec son contact. Et en fait, ce mec, quand il m'a montré cette épuisette, je suis désolé, j'en ai tâté plein des épuisettes en France, il y en a des très bonnes, j'ai fait beaucoup de salons, j'en ai tâté beaucoup des épuisettes en bois, et j'ai toujours eu un problème avec le fait que l'épuisette en bois, c'est trop lourd. Et ça me rend dingue, parce que ça me gêne, je suis minimaliste. Et Cédric, il m'a dit, regarde ça. Il m'a dit, regarde ça. Je lui ai dit, tu me fais chier, j'aime pas les épuisettes en bois, j'ai essayé. Il me dit, regarde. Il me la donne dans la main, et je vous jure, c'est d'une légèreté. Donc c'est quelqu'un qui sait travailler son affaire, hein, ça se voit. Et je vous conseille fortement ces épuisettes, je vous conseille de le contacter. C'est vraiment des épuisettes exceptionnelles. Je vous fais pas du blabla, il y en a beaucoup en France, mais c'est vraiment le poids qui est exceptionnel. Et puis c'est du minimal optimal parce qu'il a tout taillé pour que ce soit parfait. Voilà. Donc je vous fais une pub pour lui, Monsieur Darocha. Donc je vous mettrai les contacts. De toute façon, si vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, il y a le contact. Si vous vraiment vous recherchez une épuisette avec le meilleur rapport beauté et poids, bingo. Voilà. Je vous dis, je vais pas promouvoir des trucs pour m'amuser. Je fais vraiment la pub aux gens qui méritent. Putain, je crois que c'est 250 grammes maximum. Rendez-vous compte. Bah, vous comparez. Vous faites vos comparaisons. 250 grammes. Donc, et puis là, c'est parfait. La bonne taille d'ouverture, quoi. Je sais pas combien ça fait. Tu vois, ça doit faire 50 ou 55. C'est parfait pour mettre un trophée. Mais pas non plus trop grand pour t'encombrer dans le dos. Donc, voilà. Je vous le conseille. Monsieur Darocha, je vous donnerai les contacts. Et je vous proposerai aussi les contacts des monteurs de cannes que je ne montre pas assez parce que je suis occupé à l'atelier. Voilà, je ne peux pas tout faire, je préfère me concentrer sur les mouches. Mais je vais faire une rubrique des artisans de la mouche. Voilà, interlude, désolé. Donc on retourne à notre copain, là, le tricot loco. Donc vous avez tout compris. Mais la suite, c'est quand même... Ah, l'hameçon. Alors, croyez-moi, j'ai vraiment voulu le mettre sur une tuerie, ce tricoptère. Donc,
Le Tiemco, vous connaissez, le 226BL. Je confonds toujours avec le 206. Donc c'est bien le 226BL sur lequel je monte les gamarres standards. Je me suis dit, en taille 8, ça va être la tuerie, ça va être au top. Mais le problème, c'est que là, pour le coup, il est trop courbé et je le sens pas. C'est vraiment trop courbé, ça colle pas avec le trichoptère, il faut vraiment une forme un peu pupa. Donc, comme j'ai pas de limite sur la qualité du matos que j'achète, j'essaye de mettre les curseurs les plus hauts et parfois ça ne passe pas. Donc, ces hameçons Umpqua de forme pupa, ils sont vraiment exceptionnels sur le marché. Donc, ils sont moyens de faire. C'est ceux sur lesquels je monte ma gamme de céramique tungstène. Et en fait, ils ont la forme qui correspond. Voilà, en taille 10. Donc, je monte là-dessus. Et je vais passer le blabla sur la micro-perle que je mets devant, parce qu'il y a beaucoup de travail là-dessus, ça y paraît pas. Voilà, je vous donne un indice, en fait, c'est sur le trou de la perle. Donc c'est pareil, il faut commander au Japon. Parce que si tu mets une perle trop grosse, bah, il n'a pas de gueule, ton tricot. Donc ça, c'est pareil, très dur à trouver. C'est avec des perçages spécifiques pour que tu aies une micro-perle sur l'hameçon. Sinon, si tu achètes la première perle qui vient, bah, elle sera trop grande. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On peut commencer à s'en monter un. Désolé pour tout le blabla, ceux qui sont venus là. Donc, je vais préparer le petit matos pour le faire. Donc, j'ai mes hameçons qui sont prêts avec la perle. Donc, j'ai encore des petits secrets sur les billes. Je ne vais pas non plus tout vous donner. Donc, une petite bandelette de mousse de pédiluve que je vais tourner. Donc, je prépare ma fine bandelette de mousse de pédiluve. Voilà. Je vous le répète, achetez des bons ciseaux. Et des ciseaux de merde, vous ferez rien. Très bons ciseaux, ça. Très bon ciseau, je vous l'ai déjà dit. Donc une petite bandelette 2-3 mm de large. J'ai mon hameçon qui est prêt. Bon, j'ai mon fil de montage secret, ça c'est pareil, c'est secret. Je ne révèle pas. Je le monte en plus sur des fausses bobines pour vous induire en erreur. Mais ça je ne peux pas encore dire. Ça c'est, vous trouverez un jour, mais il faut le fil de montage le plus fin, le plus solide possible. Ah bah oui, parce que si tu montes la nymphe là, avec un fil de montage de merde, ça va péter au premier truc, boum, boum, ça va se désaucissonner, c'est mort. Le fil de montage de la mouche, le dubbing qui est là, prêt en dessous, vous ne voyez pas. Donc je prépare mon bazar. J'ai fait une première bandelette pour le sous-corps, j'ai l'hameçon qui est prêt. Et je cherche... Ah bah là, j'avais perdu ma mousse en folie là. Et une deuxième bandelette, même taille. Bon, un peu plus grosse, c'est là que c'est tellement de la précision, je ne peux pas vous dire, c'est au rendu, c'est pour ça que c'est empirique. Peut-être que la bandelette d'avant faisait 2 mm de large et celle-là fait 3 mm. Je le fais au ressenti en fait. Donc voilà, je prends une autre bandelette de Locofoam là. C'est un peu dur à couper parce que ça colle. Voilà, j'ai mes deux bandelettes qui sont prêtes. Bon, elle est peut-être même trop large, hein. Je vous dis, je ne les commercialise pas encore tout de suite parce que je ne suis pas encore rodé. Donc, je suis encore en essai final. Et quand je serai sûr de moi, je les commercialiserai. Donc, pas de panique. Donc, tu mets ton hameçon. Donc, comme je disais à monsieur Damien Spoto tout à l'heure, j'ai pas besoin de tournage de précision ici. Donc, je facilite l'espacement de travail, en fait. Quand je peux me passer d'un tournage précis, je préfère un étau ultra simple pour avoir plus de surface de travail. Je vais même le placer mieux parce que là, on est proche du cul. Donc, comme d'habitude, voilà, quelques tours. Pas besoin de s'exciter quand tu as du bon fil de montage, là. Toutes les vidéos YouTube, comme ça, tu sais. Putain, mais tu fais ça pendant 20 minutes, mais tu as une tendinite au bout de 3 minutes, quoi. Voilà, bon, j'aurai ma petite brosse à scratch, hein. Voilà. Il y a quelques accessoires que j'ai déguisés pour pas tout vous montrer. Parce qu'il y a tellement de copieurs et de gens qui sont en manque d'inspiration que ça me fait mal au ventre des fois comme on copie. Donc je déguise un peu des choses. Mais bon, on a le droit de copier. Tout le monde n'a pas de l'inspiration, je le comprends. Donc je prends ma première bandelette, mousse de pédiluve. Attention, extrêmement chère la mousse de pédiluve, que je fixe. Je laisse une petite place devant pour le dubbing. Et puis comme elle est en fait très solide, eh ben, je vais pouvoir la tourner. Eh ben oui, parce que si tu achètes de la mousse de merde, ben en fait, elle va casser au premier tournage. Et oui, c'est ça le secret. Si tu vas chez Cultura et que tu achètes de la mousse de merde, je l'ai fait bien sûr. Tu tires dessus, elle pète. Alors que là, je peux la tourner allègrement. Donc je tourne en fait mon sous-corps. Voilà, pam, joliment. Donc c'est juste le sous-corps. Pas de panique.
Voilà. Je fixe le sous-corps. Voilà, alors je vais vous repréciser les étapes tranquillement. Vous voyez aussi la nuance, quand je fais des mouvements rapides, je prends le ciseau rapide. Pas besoin de se faire chier quand vous faites de la précision, vous allez sur un ciseau de précision. Mais là, c'est rapide et tu fais un mouvement rapide. Donc, j'ai le sous-corps qui est placé. Vous verrez un jour sur des photos, il y a un sous-corps. Voilà, il est couleur plus claire en bas. J'ai fait mon sous-corps et je le solidifie quand même avec 1 ou 2 tours pour que ça ne bronche pas. Donc, vous avez déjà, on est à 5% de la mouche. Il y a déjà le meilleur fil du marché et la meilleure mousse du marché. Donc, tu survoles tout le truc. Donc, ça m'a coûté cher en investissement. Mais au moins, je verrouille le meilleur du meilleur du meilleur. C'est comme ça, si tu négliges un truc sur la mouche, c'est mort, quoi. Enfin, il y a même la perle aussi qui est recherchée, aussi petite qu'elle soit. Donc, il y a déjà 3 trucs qui sont au meilleur du marché. La perle importée du Japon, la mousse de pédiluve qui coûte la peau du cul, excusez-moi, et puis le fil de montage le plus cher du marché. Voilà. Si vous cherchez un secret, il n'y en a pas. Donc, j'ai fait ça. Je prépare un peu ma petite tête devant tranquillement pour anticiper la place pour le dubbing. Parce qu'il va falloir laisser une place pour le dubbing. Et je vais maintenant... attendez, je me souviens de la recette parce que... Est-ce que je rabats ou est-ce que je mets? Parce qu'il y a 2 méthodes. Soit tu le rabats ou soit tu le mets. Et vous voyez, j'ai un doute. J'ai encore pas validé, donc je prends pas de notes. Parce qu'une fois que c'est intégré, mais vous voyez, là, c'est pas une histoire de qualité, mais juste à une étape de la recette, je me pose une question. Et il faut vraiment que je sois focus, que ce soit carré, parce que normalement, je dois pas réfléchir. Donc, bonne question. Ah oui, je le rabats. Voilà, c'est ça, pour plus de solidité. Donc, je vais fixer ma bandelette. Et en fait, je vais la rabattre. Tranquillement. Donc, on fixe bien ça. Alors, travailler la mousse, c'est totalement différent de tout, hein. C'est vraiment de la malléabilité. Donc, voilà. Et après, là, au retour, je serre comme un zinzin pour vraiment impacter le truc pour lui donner de la bonne épaisseur. Et c'est ça qui est bien sur la mousse. Si tu serres bien, tu peux vraiment compacter. Et je garde une place devant, en fait, pour le dubbing. Voilà. Hop. Et là, en fait, ça ressemble un peu à un coléoptère, quoi, une babarotte, dans l'idée. Je plaque la mousse. Et en fait, dans l'idée, là, c'est vrai, ça ressemble à une babarotte, quoi. Là, voilà. Je mets ma place pour le dubbing. Alors là, j'ai besoin de plus de précision, donc je fais pas de la merde. Je garde la bandelette pour après. Et du coup, donc désolé, je fais pas de zoom vidéo, mais vous pouvez comprendre. Ça ressemble bien à une babarotte, quoi. C'est vraiment là, ça pourrait presque être un scarabée. Mais du coup, on va continuer l'évolution entomologique, puis on va en faire un merveilleux trichoptère. Alors, c'est là que ça demande le plus de taf. C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est... Si tu vends que les mouches là, t'es mort. Monsieur Châtenay, je t'envoie une petite enveloppe demain. Bravo pour ta truite. Je t'oublie pas, hein. Tu sais que j'ai beaucoup de boulot, mais je ne t'oublie pas. Et donc, là, c'est vraiment l'étape de précision, parce que avec ce fil ultra fin, je vais dessiner sur le corps, je vais dessiner un trichoptère. Donc, faut en avoir vu à quoi ça ressemble dans la nature pour faire les bons anneaux. Voilà. Une fois de plus, comment voulez-vous qu'un esclave dans un atelier au Kenya ou en Thaïlande, il puisse vivre ses mouches? Voilà. Désolé de faire mon José Bové, mais putain, il faut vivre ses mouches, quoi. Il faut savoir à quoi ça ressemble, un trichoptère. Donc, on y va. Moi, j'ai l'image là d'un trichoptère dans la rivière. Donc, je fais mes petits anneaux. Je prends mes marques. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je crois que c'est beau quand ça prend forme comme ça. Là, je vois déjà des grosses truites qui se jettent dessus. Là. Et donc, je dessine sur la mousse. Et surtout, la petite touche finale, c'est que le dernier tour, à la fin, je le serre très fort pour faire, entre guillemets, un petit cul bien fini, quoi. Voilà. Donc, je dessine tranquillement. Je reviens sur mes spires. Voilà. Et je suis sauvé d'affaire. Je fais une clé
pour valider, être sûr que ça ne désaucissonne pas, que ça parte en saucisson. Voilà. Et du coup, bah, je chope mon dubbing brun et je place. Et on place son beau dubbing brun rouille. Alors, ça, le brun rouille, c'est une certitude. Hein. Sur le coloris à l'avant du thorax des trichoptères, c'est une certitude. Donc, ici, je le place en 2 étapes en solidifiant pour vraiment que la mouche soit saucissonnée. Parce que le vernis a un effet minime et ça va vraiment être la tension du fil qui fait tout. Voilà. Donc, j'ai mon dubbing brun rouille, c'est bien proportionné. Ce qu'il faut aussi penser quand tu places ton dubbing, bonjour monsieur Florian, bonjour monsieur Ludovic. Quand tu places ton dubbing, il faut anticiper que tu vas le sortir, donc il faut en mettre un peu plus. Parce que si tu mets peu de dubbing et que tu le sors, bah, ta mouche, on croirait à un cheveu avec 2-3 touffes de cheveux. Non, il faut un peu surdoser ton dubbing pour que quand il va sortir, eh ben, ce soit harmonieux. Voilà, toujours pareil. Et donc, la touche finale d'infévolution, comme j'ai une perle devant qui stabilise tout, je fais 2 clés derrière la perle, et bim, bam, boum, régularité, simplicité, optimal, prenant, beau, solide, vernis, tout ce que vous voulez. Mais vous êtes en train de le voir, ça prend beaucoup de temps à faire. C'est toujours pareil. Voilà. Quand tu vois le temps qu'elle prend, cette mouche, à faire, celle-là, je la fais par passion. Hein. Franchement, honnêtement... Ça prend un temps de dingue à faire, donc c'est une mouche qui est difficile. Maintenant, je vais sortir mon dub. Voilà, tac, tac, tac. Je sors mon petit dubbing, tranquillement. Faire des belles pattes. Je fais même comme ça, pour que ça longe le corps, en fait. Hop, comme ça, les pattes, elles vont longer le corps. Là. Ça va bouger dans l'eau, de la folie, quoi. Là, ça commence à se dessiner. Là, elle pêcherait déjà, la mouche. Il n'y a même pas besoin de la vernir, elle pêcherait. Là. Bon, elle ne tiendrait pas, mais elle pêcherait. Là, j'ai fait une mouche à un poisson. Et avec... Voilà. Et je lui fais un beau thorax bien régulier en cramant tout ça. Et voilà. Et voilà. Le petit final où je lui coupe les pattes, mais je les laisse quand même longues. Les pattes, elles font quasiment la longueur du corps en dessous. Et voilà, on y est. Il manque plus que le vernis que je ne vais pas vous montrer. Voilà. Et là, c'est parfait. Donc, je suis assez content. Devant la caméra, comme ça, à la va-vite, je suis assez content du résultat. Voyez, on voit bien avec la lumière ici les pattes. Donc, le tricot loco, voilà. Donc, vous aurez plein de photos les prochains jours. On va étendre le live.